Clément Caudron, qui est ingénieur et surtout spécialiste des enjeux énergétiques et climatiques. Donc des luttes que nous, communistes, on partage, qui ne sont pas nouvelles. Hein. Je vous renvoie pas aux écrits de Marx, parce qu'ils sont, ils sont anciens, mais ils étaient ô combien précurseurs sur la question. Mais par exemple, aux déclarations politiques de Fidel Castro au début des années 90, qui montraient combien le capitalisme, en matière d'écologie et d'environnement aussi, est un exterminisme. Bonjour à tous, je vais commencer moi aussi en souhaitant un bon anniversaire au PRCF. Un grand merci pour cette invitation, je suis vraiment très content d'être là. Moi je suis avec grand intérêt depuis, alors peut-être pas 20 ans, mais une petite dizaine d'années, ce que raconte le PRCF, et je constate que, alors je ne partage pas tous les diagnostics, je ne partage pas toutes les analyses, mais enfin on se rejoint sur l'essentiel, je crois, sur un grand nombre de combats principaux de notre époque. Alors quels sont-ils? Je ne vais pas tous les citer, il y en aurait beaucoup, mais avant tout, pour commencer, combat contre le capitalisme. Contre le capitalisme tout court, pas besoin d'adjectifs derrière, contre le capitalisme en tant que tel. Et donc après, évidemment, on peut discuter de ce qu'on met à la place. Et là, il y a de nombreuses options possibles. Moi, j'ai écrit dans mes travaux à ce sujet-là, beaucoup d'autres l'ont fait. C'est une vaste discussion, mais combat contre le capitalisme. Et puis, parce que nos luttes ont lieu ici et maintenant, plus précisément, combat contre la variante actuelle du capitalisme, donc le néolibéralisme. Le plus mondialisé, le plus financiarisé, le plus dérégulé qui soit, le plus destructeur au niveau écologique et le plus injuste au niveau social. Mais si on veut être cohérent et logique, eh bien, combattre le néolibéralisme, ça implique très concrètement de combattre les instruments du néolibéralisme, parmi lesquels on compte, force est de le constater, la mondialisation évidemment, commerciale et financière, mais aussi, et c'est pas à vous que je vais apprendre ça, la construction européenne. Et la construction européenne, on en parlait beaucoup à gauche du carcan européen dans les années 2010, quand c'était tellement évident que c'était ce carcan qui imposait l'austérité au peuple d'Europe du Sud, quand c'était tellement évident que c'était ce carcan, la BCE et avec elle l'ensemble de la Troïka, qui avait poussé Tsipras à capituler sans même combattre. On en parle moins aujourd'hui et c'est bien dommage, parce que si un jour, et le plus tôt sera le mieux, nous parvenons aux commandes, la question européenne va nous revenir en pleine tête. Parce qu'elle n'a pas disparu. Loin de là. Et l'Europe, c'est, ce que ça a finalement toujours été, c'est un triple fardeau, c'est une triple peine. L'Europe, elle est à la fois antidémocratique. Elle est antidémocratique parce qu'on vote pour un Parlement, oui, mais ce Parlement n'a pas beaucoup de pouvoir. Il ne peut pas modifier les traités. Or, c'est bien dans les traités qu'il est écrit que l'Union européenne est par définition néolibérale. Et il est impossible de changer cela, sauf à l'unanimité. Alors il y a une commission, oui, qui elle a du pouvoir, mais qui malheureusement n'est pas élue, c'est bête. Et donc l'UE est par nature et par construction antidémocratique et impose en outre un ordre antidémocratique aux États membres qui la constituent. Parce que vous pouvez bien voter pour qui vous voulez, encore faut-il que le résultat de ces élections soit pris en compte, bien sûr, ce qui est une autre question. Vous pouvez voter pour qui vous voulez, les dirigeants politiques ainsi élus n'auront pas d'autre choix que de faire toujours la même chose, le néolibéralisme inscrit dans le marbre des traités européens. Donc elle est foncièrement antidémocratique, et comme la politique unique qui est imposée est le néolibéralisme, eh ben elle est aussi par définition antisociale. Car qui se complaît dans le néolibéralisme européen, ben on accepte les conséquences. Les conséquences du libre-échange, c'est-à-dire les délocalisations, la désindustrialisation, le chômage de masse, les conséquences de l'austérité, c'est-à-dire la casse des services publics et de la protection sociale, les conséquences en termes d'inégalité, de pauvreté. Donc, l'Union européenne est antidémocratique, antisociale, mais elle est aussi, et on en parle moins, anti-écologique. Alors évidemment, elle prétend l'inverse, mais en même temps c'est rare qu'on se revendique d'être anti-écologique. Elle prétend l'inverse, elle prétend être très écolo. Et il est vrai que les objectifs qu'elle propose sont ambitieux, il est vrai que les réglementations qu'elle propose vont parfois dans le bon sens, on peut mettre ça à son crédit. Mais le problème, c'est que simultanément, elle dessaisit les États membres d'à peu près tous les outils concrets qui permettraient de vraiment faire une politique de transition écologique.
Parce que l'écologie doit être une politique de rupture systémique. Ça ne peut pas être la somme de petits gestes individuels, ça ne peut pas se limiter à de l'innovation de façade style greenwashing, ça ne peut pas être du capitalisme vert évidemment, c'est un changement de paradigme. Et donc ce changement de paradigme évidemment ne peut pas avoir lieu à partir du moment où vous êtes dans un carcan où il y a une seule politique qui est possible. Et donc si vous voulez relocaliser, parce qu'il va bien falloir s'agir de cela, si vous voulez relocaliser des pans entiers de la production, et bien ça va être compliqué si vous n'avez pas le droit de faire du protectionnisme parce que c'est interdit par les traités. Si vous voulez investir massivement dans des dépenses de transition, rénovation thermique des bâtiments, soutien aux véhicules électriques, soutien, relance du développement du renouvelable ou relance du nucléaire sur les options des uns et des autres, et bien tout ça, ça coûte cher. Et on le voit aujourd'hui, ce n'est pas les arbitrages qui sont rendus, c'est-à-dire qu'on est en pleine discussion budgétaire en ce moment, et les subventions que je viens de citer, à la rénovation thermique des bâtiments, les voitures électriques, etc., eh bien, sont menacées. Pourquoi? Parce qu'il faut tenir les 3%, parce qu'il faut respecter l'équilibre budgétaire. Et donc, au nom d'une fausse contrainte totalement irrationnelle du point de vue économique, on s'interdit de lutter contre des vraies contraintes physiques, climatiques et géologiques, que sont le dérèglement du climat et l'épuisement des ressources fossiles. Et je crois que c'est évidemment un non-sens, et ça fait une raison supplémentaire, s'il en fallait, pour plaider pour une rupture radicale avec l'Union européenne, le néolibéralisme et le capitalisme. Je vous remercie.